Alors, et c'est du son. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Toujours en avance, au rendez-vous de nos promesses. Hello à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode de Dans la poire. Ça faisait bien longtemps, mais j'ai eu besoin et raison de m'accorder cette pause, cette vraie semaine de vacances où j'ai quasi déconnecté. Je dis quasi parce que mardi matin, j'ai reçu une dizaine de messages quand j'étais en pleine vacances, me demandant si quand même si j'étais en vacances, il y aurait un épisode du service après-vente de l'alimentation sur Instagram. Je vous avoue que ça m'a fait rire parce que c'est comme si c'était un peu votre rendez-vous, votre pause smile de la semaine. Bon, je le conçois aussi comme ça, même si je vous souhaite d'en avoir bien plus qu'une par semaine. Bon, voilà, ça y est, c'est fini pour l'autopromo. Je vous rappellerai pas, bien sûr, qu'il est plus qu'essentiel pour moi d'être noté 5 étoiles et un avis sincère sur Apple Podcast parce que ça fait remonter dans la poire, dans le classement et que ça permet à d'autres personnes de le découvrir. Donc, soyez cool, prenez 1 minute, c'est pas grand chose pour vous et pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, c'est un épisode un peu particulier puisqu'on va parler d'alimentation en pleine conscience. Et celles et ceux qui sont là depuis le début savent que l'épisode 1 de Dans la poire, c'était justement manger en conscience. En fait, c'était plus manger avec un peu plus de conscience plutôt que manger en pleine conscience. J'avais envie de vous parler de ce sujet parce que je vous avoue que c'est une notion qui peut être un peu galvaudée, y compris par certains pros de santé. Et ça m'arrive même d'être un peu mal à l'aise avec la pleine conscience parfois. En consulte, je parle plutôt de présence à soi, de qualité de présence au repas, plutôt que de pleine conscience. Avec le mot pleine, on a vite fait de pencher vers un truc un peu absolu, super entier, super plein, justement. Et s'il y a un petit gravier, un petit grincement de vie, là, c'est pas plein. Donc, ça peut vite être foiré. Et le mot conscience, on s'imagine vite Mathieu Ricard en mode bon sur la montagne. Et puis, entre nous, la pleine conscience, elle est utilisée un peu à toutes les sauces dans plein de programmes en ligne, parfois par des gens pas très bien informés. Donc, je voulais défricher avec vous la notion et surtout aller un peu plus dans le concret dans cet épisode qui sera en 2 parties. Et pour aborder ce sujet qui vous passionne, j'ai le plaisir d'accueillir Duncan Benveniste, le Highlander de l'alimentation de pleine conscience. Salut Duncan. Bonjour Charles, merci. Salut Duncan. Alors, tu es diététicien formé à la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'ACT, ACT. Tu es praticien en hypnose, spécialisé en psychonutrition et pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, instructeur de mindful eating, qu'on pourrait traduire, parce qu'on est respectueux de Jacques Toubon, en instructeur de la pleine conscience alimentaire. C'est ça? Waouh, tout ça? Ouais, déjà tout ça. Et encore, j'ai dit que la moitié qu'il y a sur ton site internet. C'est du lourd. Ouais, c'est tout à fait ça. Ça me va très bien pour le moment. Ok. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question rituelle pour chacun de mes invités. Duncan, quel mangeur es-tu? Alors, ce qui me vient là spontanément, c'est l'amour que j'ai autour de l'alimentation. Moi, j'adore manger. C'est toujours une joie, comme si j'avais 8 ans, un retour vraiment à l'enfance à chaque fois. Et il y a vraiment cet amour que j'ai à chaque fois qu'il y a, que ce soit l'amour que j'ai pour les aliments que je mange, pour les aliments que je prépare, pour ce que je partage avec les autres personnes. Et il y a aussi peut-être quelque chose d'un peu égocentré peut-être, mais vraiment l'amour pour moi-même. On va peut-être en discuter d'ailleurs. Ouais. Donc tu dirais un mangeur amoureux, ouais. peut-être curieux aussi de ce qu'il va découvrir comme sensation, et puis déjà le fait de faire à manger peut-être, c'est ça? Ouais, ça fait vraiment sens dans mon histoire quoi, cet amour autour de la nourriture. Ok, on en reparlera. Alors l'alimentation de pleine conscience. Comment tu définirais ça avec tes mots? L'alimentation de pleine conscience, c'est un truc qui est... T'as 4 heures, quoi. Voilà. Déjà, quels seraient un peu les clichés qu'on pourrait avoir sur... déjà, pleine conscience,
qu'est-ce que c'est que ce truc Méditation, hein, c'est souvent associé à la méditation, pleine conscience. Et tu vas avoir des gens qui vont te dire, bah c'est un truc zen, c'est un truc le vide sans penser, c'est être zen, etc. Bah, la pleine conscience, c'est, on le verra, hein, c'est un entraînement, une sorte d'entraînement à être là. Et je te laisse avec ça. Ouais, merci, et on va le développer. Merci beaucoup. On va le développer en fait. Et alimentation. Alimentation. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'alimentation, manger, c'est simplement ce qui se passe dans l'assiette. Et ça, c'est, on peut le retrouver beaucoup dans notre métier. Hein. On est tous les deux diététiciens. C'est quelque chose que on retrouve déjà beaucoup chez les diététiciens. Ouais. Et qu'on retrouve beaucoup aussi dans la société en général, etc. C'est que manger, ça se passe uniquement dans l'assiette. C'est ce qu'on mange. Voilà, c'est ce qu'on mange. Alors que finalement, d'une culture à une autre, il y a des rituels qui sont différents, il y a une histoire différente, il y a un rapport au corps qui est différent, donc un rapport à l'alimentation qui va être différent. Par exemple Par exemple, quelqu'un qui habite dans le 16e arrondissement va pas forcément parisien, le 16e arrondissement parisien, les quartiers riches de Paris, va pas forcément s'alimenter pareil que quelqu'un qui est SDF, par exemple. Oui, ça. Il y a quelque chose au niveau socio-économique où ça s'impose à la personne. On observe que le rapport au corps et le rapport à l'alimentation n'est pas le même quand on est complètement originaire du Sénégal, par exemple, versus du sud-ouest de la France. Il y a quelque chose qui va être différent dans le rapport au corps aussi. Ouais, donc alimentation, acte de manger, quelque chose qui est plein de complexes, beau lapsus, très complexe et bien plus nuancé que ce qu'il y a dans l'assiette, c'est ça? C'est ça. Et moi, je prends souvent la source qui est le rapport au corps. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui se passe? Quel est mon rapport au corps? C'est vraiment s'entraîner à observer ce rapport au corps pour pouvoir comprendre un peu mieux quel est mon rapport à l'alimentation. Et vice-versa. Hein. Ouais. Donc le rapport au corps, c'est quelles sont les pensées, les croyances que je peux avoir envers mon corps, les sensations vis-à-vis de mon corps, quel est mon vécu aussi autour de ce corps. Ok, donc si tu devais résumer ça, si je te dis en quoi ça consiste, ce sont les passerelles entre le rapport au corps et l'alimentation, et le rapport qu'on a avec l'alimentation. L'une des premières passerelles serait un peu métaphorique. Ce que tu vas manger va faire partie intégrante de ton corps. Physiologiquement, littéralement, ça va devenir une partie intégrante de ton corps. Tout à fait. Si je travaille le rapport à l'aliment, ça veut dire que je suis en train de travailler le rapport à ce qui va faire partie intégrante de mon corps. Donc, que ça soit consciemment ou inconsciemment, on va avoir des croyances, des pensées, des émotions vis-à-vis de ce corps quand il va être question de l'alimentation. D'ailleurs, la plupart de mes patientes et tout ont cette variable d'ajustement, hein, l'alimentation et aussi l'activité physique sont des variables d'ajustement, notamment sur la question du poids. Oui. On fait souvent des arbitrages par rapport à ça, par rapport à les aliments qui vont permettre de maintenir ou de ne pas grossir. Hein, c'est ça. Et donc, alimentation en pleine conscience, ce serait prendre l'acte de manger, de tenter en tout cas de prendre l'acte de manger dans sa complexité, associé à cet entraînement, à aller observer qu'est-ce qui se passe dans ce corps. Devenir les observatrices curieux de ce qu'on va découvrir, de ce qui est, c'est ça, de ce qui arrive. Ok. Ouais, c'est ça. Tu avais parlé sur ton compte Instagram de l'entraînement à l'observation de la danse de l'attention. J'aime bien cette expression parce que danser, c'est le mouvement. C'est quelque chose qui virevolte. C'est un peu comme l'équilibre. C'est jamais vraiment atteint. Il y a un truc qui bouge, quoi, qui est en vie, qui est du l'ordre du vivant. Et en tout cas, je pense que c'est important pour essayer de percevoir les contours de cette notion. Danse de l'attention. Moi, j'aime beaucoup cette expression. En fait, pourquoi j'utilise cette expression, la pleine conscience, c'est un entraînement à observer la danse de l'attention. C'est déjà issu des préjugés qu'on va avoir sur la pleine conscience.
et sur l'alimentation en pleine conscience, qui seraient, c'est une hyper concentration sur ce qui se passe dans l'assiette. Et donc du coup, si j'ai l'attention qui s'en va, je suis plus dans la pleine conscience, c'est pas bien, je suis en train de mal faire là. Oh là là. Tout le chemin mental qu'on est en train de se faire. Je suis pas un bon pratiquant de pleine conscience. J'y arrive pas. J'y arrive pas, je suis nul. Alors que si on va observer, qu'est-ce que nous racontent les neurosciences? En fait, les neurosciences, même ceux qui ont 10 000 heures de méditation derrière eux, ils ont l'esprit qui s'en va. Mathieu Ricard, il boit son thé vert et tout, il y a son esprit qui s'en va. Voilà. Putain, le scoop. Mathieu, si tu nous écoutes, désolé, on t'a outé, mais en même temps, tu n'es qu'un humain. Sorry. Dédicace Mathieu. Le Dalai Lama, tout le monde, hein. Non. Même ceux. Ah oui, même ceux. Hein. Ouais, même lui. Ça se trouve, il pense à genre Instagram, Facebook, le Dalai Lama, il se dit ouais, faut trop que je crée un compte. Oui, c'est ça. C'est ça, donc... oui. Ouais, donc on a l'esprit qui s'en va, quoi, et que. C'est ça. Ça fait partie en fait, du truc. Ce que nous racontent les neurosciences, surtout au niveau de l'attention, c'est que la pleine conscience, c'est un entraînement à observer des cycles de focalisation, de défocalisation, de divagation et de refocalisation. Alors, je vais expliquer un peu ce que ça veut dire tout ce charabia. Donc oui, il y a 4 étapes un peu. Il y a 5 syllabes. Focalisation, c'est-à-dire je suis focalisé au niveau attentionnel sur quelque chose. Par exemple, là, peut-être que tu sens ton micro qui est posé sur ton menton. Tu dois sentir les sensations de contact, peut-être une texture particulière, etc. La mousse, ouais. Et à un moment donné, tu vas défocaliser et c'est naturel. L'esprit s'en va. Tu vas défocaliser de ça. Et puis tu vas te rendre compte, ah tiens, j'étais parti. Refocalisation et je reviens. Et finalement, la pleine conscience, on pourrait la résumer à un entraînement à repérer « Ah tiens, j'étais parti ». Ce serait à peu près ça. Plus tu as des « Ah tiens, j'étais parti » dans la journée, plus tu es présent en fait finalement à ce qui se passe pour toi. Donc c'est pas un échec finalement de remarquer qu'on était parti, c'est plutôt on est en train de se rapprocher de ce qui est vivant et de ce qui est présent en soi. Ouais, j'ai presque dit une pleine présence, ou alors après dans le côté pleine, il y a vraiment un côté très absolu pour celles et ceux qui sont en quête de perfection. Il y a un côté, il faut que je sois pleinement présent, pleinement là. Donc ouais, en tout cas, entraînement à la présence de soi, en soi. Ouais. Si on pourrait dire ça. Alors on essaye, hein. On fait que s'entraîner. Hein. Ouais. Dans les débuts de la pleine conscience, entre guillemets, enfin les débuts en Occident de la pleine conscience, j'ai relu un papier que j'avais écrit il y a 8 ans en tant que journaliste et je parlais de alors voilà, il suffit d'accueillir sans jugement, sans distraction, sans pensée parasitante, laisser déposer la petite neige qu'on secoue comme ces boules à touristes, là, la petite neige en soi, comme ça, puis émerge la clarté, etc., machin. Le lâcher prise. Voilà, c'était mignon. Mais c'est super dur, en fait, ces histoires de sans jugement, sans pensée. Est-ce que c'est humainement possible? Mathieu, tu interviens quand tu veux, Mathieu Ricard, parce que nous avons un appel d'un auditeur. Voilà. Mathieu, vous êtes là? Oui. Je crois que il y a une confusion en fait dans la définition, qui est que le sans jugement serait d'atteindre un état d'absence de jugement. Sauf que c'est absolument impossible. Quand on est mort, peut-être on se juge pas, peut-être. Ouais. Et encore, on sait pas trop. Bah oui, ça se trouve. Voilà. Ça se trouve. On n'a pas fini avec ces histoires de jugement. On se fait chier. On a le jugement dernier, ça se Mais trouve. oui, voilà. On attend encore un énième jugement. C'est agaçant. Finalement, c'est simplement un développement d'intention. Un développement d'intention à se diriger vers le sans-jugement. Mais on ne fait que tendre vers le sans-jugement. On ne l'atteint pas. Le sans-jugement, ce serait le sans-jugement, l'entraînement au non-jugement, nous aide à accueillir ce qui se passe en soi. Parce que si je suis pris par un jugement, c'est-à-dire je vais que vers les trucs qui sont bien là, que confortables à l'intérieur de moi, tu oublies une part de l'expérience qui peut être un peu plus inconfortable et hyper intéressante, où on apprend sur soi à ce moment-là.
Donc c'est pas que le truc positif, agréable, etc. Oh là. Cet aspect un peu d'état zen, un peu cool, quoi. Un peu, c'est ça, cette confusion aussi qu'il y a au niveau de la pleine conscience. J'avais un enseignant, d'ailleurs, quand je suis allé à une retraite de méditation, qui m'a dit la pleine conscience, c'est être avec le feu. Et il me montre sa poitrine en disant ça, comme ça. Être avec le feu qui est là. Et je disais, mais c'est étonnant. Dans ma tête, j'étais là, mais c'est étonnant, c'est quoi ce truc qu'il est en train de raconter? Et au fur et à mesure de la retraite, j'ai compris au fur et à mesure. C'est pas forcément uniquement aller chercher les choses paisibles à l'intérieur de soi, mais aussi oser observer des parts de soi un peu plus en difficulté, un peu plus en souffrance. Ouais. Et au final, plus on s'entraîne à ça, plus certaines personnes sentent que elles peuvent être satisfaites de ce qui se passe pour eux, plus de sérénité. C'est vrai que ça peut tendre vers un peu plus de sérénité. Mais c'est au fur et à mesure, c'est sur un chemin que ça s'inscrit, quoi. Parce que les personnes déjà en souffrance, si tu leur dis du coup vous allez redécouvrir les parts en souffrance, en vulnérabilité, où ça risque d'être un peu inconfortable. On va dire mais du coup c'est où le truc agréable, c'est où le truc positif? Moi je vais être zen là comme le monsieur, je veux fermer mes yeux, me raser la tête, boire du thé vert et zen sur la montagne. Oui, complètement. Surtout qu'il y a un risque. Si on va dans ce discours-là, il y a un risque de créer beaucoup d'aversion à la pratique de la pleine conscience. C'est-à-dire s'il y a un patient, tu l'invites à être dans quelque chose de très inconfortable pour lui, très dur, et puis que tu l'invites à s'entraîner dans son quotidien, dans des choses très inconfortables, très dures, il aura plus du tout envie de poursuivre cette pratique. Donc ça peut être intéressant de créer un environnement qui soit sécurisant pour la personne dans un premier temps. Un environnement où il va à son rythme sur les durées des pratiques. Il va dans un lieu sécurisant ou quelque chose d'assez calme. D'éviter de pratiquer la pleine conscience au milieu de l'excitation, au milieu de la nervosité, etc. Par exemple, dans un premier temps. Ouais. Qu'est-ce que c'est pas l'alimentation de pleine conscience? Moi, j'avais en tête un discours que je perçois parfois chez des pros de santé qui disent avec la pleine conscience, vous pourrez peut-être manger moins en quantité puisque du coup vous savourez plus, vous êtes plus sur le moment et tout, et à terme peut-être que vous pourrez manger moins en quantité. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça? Ça m'évoque quoi? Ça m'évoque le paradigme du poids, du contrôle, de la perfection. Qui rejoint la pleine conscience quelque part. Oui, et qui pourrait rejoindre n'importe quoi d'autre. La pleine conscience n'est qu'une technique, n'est qu'un entraînement. Si on met dans cette intention, dans cette technique, d'être dans quelque chose, d'être le plus beau, le plus mince, perdre du poids, etc., il y a un risque de rentrer dans quelque chose de perfectionniste, centré sur soi, sur le résultat. Voilà, sur quelque chose de l'ordre du résultat. Ouais. Et c'est tout à fait légitime et cohérent d'avoir envie de perdre du poids. Simplement, si c'est uniquement centré sur ça, et que du coup on rentre en lutte autour de ça avec beaucoup de tension, etc., il y a un risque de majorer toute la souffrance qu'il y a derrière. Derrière cette anxiété à prendre du poids, cette souffrance qu'on peut avoir autour de l'alimentation tout au long de la journée. Et du coup, on n'est pas en train de se reconnecter à son corps, de refaire du lien avec lui. En fait, c'est un entraînement à refaire du lien, la pleine conscience. On est en train plutôt de créer quelque chose qui va être la guerre avec son corps. Comme si on majorait plutôt la guerre avec son corps, la lutte. Est-ce que ça peut être aussi ce que n'est pas l'alimentation de pleine conscience, c'est un truc pour manger plus lentement? Ça, je l'ai souvent vu, et je crois qu'au tout début de mes consultations, j'ai bien dû le dire 2-3 fois et tout, sur cette histoire de ralentir, etc. Ouais, d'être plus en présence, en conscience. Là aussi, on rejoint peut-être une sorte d'injonction, quelque chose comme ça. Ouais. Déjà, je pense que c'est issu des règles un peu hygiéno-diététiques. Alors déjà, règles, on pourrait s'interroger, règles hygiéno-diététiques, déjà le terme. Mais il est vrai que on suppose que
c'est pas on suppose, mais on sait que statistiquement, après 20 minutes de prise alimentaire, on commence à ressentir un rassasiement, c'est-à-dire une satisfaction quasiment totale de la prise alimentaire en lien avec la prise alimentaire. Et donc, on commence à ressentir du déplaisir du fait de manger et on n'a plus envie de continuer de manger. Et on est satisfait. Ouais. Rassasiement, satiété, satisfaction, c'est les mêmes racines étymologiques. Et donc, du coup, on pourrait se dire, oui, c'est vrai que c'est intéressant, sans doute pour ça. Sauf que, si toujours derrière, on est dans l'objectif de vouloir perdre du poids, toujours cette lutte constante, c'est que chaque comportement, chaque chose que je mets en place dans mon quotidien, ça va être uniquement guidé par cette intention de perte de poids, et je continue cette lutte envers le corps. Et donc du coup, l'alimentation en pleine conscience, c'est manger plus consciemment. C'est-à-dire manger avec un peu plus de corps, un peu plus de perception sensorielle. C'est juste ça. Et donc pas avec l'espèce de volonté de se dire je vais être juste bien, je vais vraiment comme une petite fléchette là, je vais essayer de bien atteindre mon rassasiement pour être ni trop peu ni trop bien là, vraiment pour être bien pile dans mes besoins, etc. Là, on loupe un peu le process quoi dans cet entraînement quoi. On loupe le process et en même temps c'est intéressant de l'observer, même si ça se passe. C'est-à-dire tiens, je garde l'entraînement à la pleine conscience, c'est un entraînement à avoir une part de soi qui observe. Et cette part de soi, elle peut observer. Ah tiens, je rentre dans ce bon vieux schéma d'être pile là, pile comme il faut, bien faire. Il faut que ça soit bien fait. Sinon, je vais m'auto-punir. Ouais. Ça, on retrouve souvent, effectivement. Et donc, c'est manger plus consciemment, et ça peut être une conséquence de manger plus lentement. Ce n'est qu'une conséquence. Ouais. Mais ça peut l'être, mais on peut très bien se dire, tiens, j'ai que 10 minutes pour manger, mais je vais être dans mon corps. Je vais faire l'expérience d'être dans mon corps pendant cette prise alimentaire où j'ai que 10 minutes. Ouais. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que j'ai pas mal de patientes qui sont des soignantes, des infirmières ou et bisous au CHU de Strasbourg aussi qui nous écoutent et qui parfois leurs prises alimentaires sont rythmées par les bips qui font qu'elles doivent retourner au service. Sûr. Et parfois elles ont le souvenir de ce bip qui bipait puis qui bip plus et puis que du coup elles ont que 8, 9, 10, 12 minutes pour cette prise alimentaire et elles peuvent quand même le faire pendant X minutes quoi pour dire voilà je vais être là, je vais être avec moi, avec mon corps pendant X minutes et savourer ce moment. Ouais. Et observer le truc. Quoi. En tout cas, c'est d'essayer, c'est de tendre vers ça. C'est-à-dire que même si j'ai le sentiment de pas avoir tout à fait savouré tout, j'ai été dans cette intention. Et donc peu importe en fait, c'est intéressant d'observer peut-être la culpabilité aussi qui peut être associée en se disant merde, j'ai pas bien fait, j'ai pas bien savouré, j'ai encore mangé trop vite, j'ai encore mangé trop vite, et d'avoir une part de soi qui tiens, je suis en train de me dire ça tout de suite, comme c'est intéressant. Du coup, est-ce que tu dirais que la pleine conscience c'est un état ou un chemin ou les deux d'ailleurs, tu vois? C'est atteindre l'éveil. Voilà. C'est devenir Bouddha. C'est juste ça. En fait, c'est simple cette histoire. Hein. Un volcan s'éteint, un être s'éveille. Exactement. Merci Duncan. Question suivante. Merci. Alors, je te remercie pour cette question. Je pense qu'elle est très intéressante. Parce qu'il y a souvent la confusion qui est que la pleine conscience, c'est un état à atteindre. Je suis dans la pleine conscience. Là, j'y suis. J'ai atteint. Ouais, super. Et je lâche prise. Tu vois l'image un peu des magazines un peu parfois orientés féminins où on voit une dame sur la plage avec les yeux fermés qui bombe le torse. Lâcher prise. Où il y a marqué lâcher prise grâce à la pleine conscience. On pourrait faire une campagne. Il y a un peu cette confusion là. En fait, ce qui se passe, c'est que la pleine conscience, ce serait plus une sorte d'entraînement. Mais c'est pas un entraînement uniquement à un moment donné. C'est une succession d'entraînements dans le quotidien qui s'installant avec le temps
bah c'est vrai que je suis un peu plus présent à mon corps statistiquement au bout plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Je suis un peu plus présent à ce qui se passe pour moi, un peu plus fin sur mes perceptions. Mais ce n'est que après une sorte d'entraînement. Par exemple, tu demandes à un gymnaste, tu demandes à quelqu'un qui est novice en gymnastique de s'entraîner pour faire une compétition. C'est pas une seule fois qu'il va le faire. Même si cette métaphore n'est pas super parce que il y a un peu la compétition derrière, il y a un peu la performance. L'objectif, le résultat, et puis ça lui mettrait peut-être des années pour arriver à cette compétition. Voilà, c'est ça. Sauf que dans la pleine conscience, on aime bien s'entraîner sans qu'il y ait de but particulier, juste d'être là pour soi, pour ce corps. Donc ça s'inscrit plutôt sur un chemin. Mais alors du coup, vers où ça nous mène tout ça, puisqu'avec cet entraînement, cet apprentissage qui ne vise pas forcément le résultat, l'objectif, j'ai envie de te dire, question de journaliste, mais quels sont les bienfaits de la pleine conscience? Vers où ça nous mène? Ça sert à quoi, bordel? Ouais. Donc là, c'est la dimension un peu utilitariste qu'on peut avoir à travers une pratique, c'est-à-dire en quoi ça m'est utile tout ça. Et en même temps, c'est cohérent. Heureusement qu'on a ces attentes-là. Simplement, ce qu'on essaye de faire dans la pleine conscience, c'est de s'entraîner à repérer, tiens, j'ai cette attente-là. De prendre un tout petit peu de recul pour m'ouvrir à l'espace de l'expérience, de ce qui se passe là pour mon corps. Parce que si je suis trop pris par une attente, je vais attendre qu'uniquement cette attente-là et je vais passer à côté de l'expérience. C'est une sorte de jugement. Du coup, on n'est plus dans l'entraînement au non-jugement. Et du coup, quand on s'entraîne à être dans le non-jugement, à tendre en tout cas vers le non-jugement, à être présent à son corps, dans le quotidien, au fur et à mesure, plusieurs fois, peut-être dans la journée, au bout de plusieurs semaines, on observe, c'est vrai, que la personne, elle rumine un peu moins. Elle est plus dans son corps. Elle est plus dans ses perceptions fines. On observe par exemple que la sensibilité interoceptive est un peu plus fine, même beaucoup plus fine. Interoceptif, ça fait plus de 3 syllabes, j'ai besoin que tu me... Bien sûr. C'est les sensations internes corporelles. Donc D'accord. par exemple les battements du cœur, par exemple les mouvements de la respiration à l'intérieur du corps. Ça peut être que l'estomac soit rempli ou non. Les sensations de faim, de satiété, de rassasiement. Mais également la vessie, être plus présent à sa vessie aussi, mais toute autre chose aussi qui peut être, par exemple, des perceptions où, par exemple, certains patients, par exemple que j'ai, sont diabétiques. Ils peuvent percevoir, tiens, là, je suis un peu en hyperglycémie avec cet entraînement à la pleine conscience. Une sorte de sensation un peu globale à l'intérieur du corps. C'est un entraînement à être plus fin sur ses perceptions. Ah là, je sens qu'il y a quelque chose. Meilleure connaissance de soi, de l'intérieur de soi. Oui, c'est un entraînement à se connaître un peu mieux, en fait. À connaître un peu mieux le corps. Se rencontrer, une belle rencontre. Ouais. Enfin, c'est des belles rencontres, en fait, quelque part. Créer des liens, avec son corps. Ok. Et j'ai l'impression aussi que là où on va, ou là où on tend vers, c'est-à-dire que ça peut avoir pour effet de faire des pas de côté et de pouvoir se redonner le choix. Je crois que je l'avais vu avec Florian Saffer, qui est aussi diététicien et qui est au taquet sur la formation d'autres diététiciens, et c'est cool aussi, sur le fait de pouvoir se redonner le choix. C'est le fameux ROC, là, ralentir, observer, choisir. Dans l'observer, il y a la pleine conscience. Et du coup, c'est aussi en faisant ces pas de côté, en se voyant faire, parfois en se voyant accélérer, en se voyant prendre 3 bouchées de suite, par exemple, qu'on peut aussi se mettre en mode plus c'est urgent, moins c'est urgent, et de pouvoir rechoisir, peut-être de poser sa fourchette, ou au contraire de continuer à manger sur ce mode-là, mais de se dire tiens, voilà, j'ai mangé sur ce mode-là, tiens, je reviens, ce que tu disais au début. Quelque chose de cet ordre. Complètement. Il y a cette intention d'être observateur. Donc ce n'est que faire des pas de côté. Donc c'est-à-dire que ce n'est que un entraînement à faire des pas de côté. Donc globalement, on est plutôt fort en fitness au bout d'un moment. Ouais, j'avoue. En souplesse. Au niveau entrechat, on est au taquet. On a fait un master 2 en entrechat. Allez, pas de côté, à droite, à gauche, à droite. Sur 1, sur 2. Mais ce n'est que ça, en fait. Eh ouais. En tout cas, c'est un entraînement à développer cette intention. Ah, tiens.
Et c'est pour ça qu'on aime bien développer l'intention de curiosité. Parce que cette curiosité, elle nous aide à accueillir aussi les choses un peu plus inconfortables par moment. C'est dur, c'est vraiment dur hein, d'être observateur de choses inconfortables aussi par moment. Ça peut être naturel d'être absorbé par une sorte de pilote automatique, de ne pas voir les choses inconfortables comme certaines émotions, certaines douleurs. Ou de les bouffer. Ce qu'elles nous bouffent ou de les manger avec, comme on dit, on mange ses émotions, etc. C'est d'éteindre le feu intérieur. Ah bah oui. Tu veux qu'on en discute un peu de manger Ouais, c'est vrai que autour des émotions. Une expression qui revient souvent, cette histoire de manger ses émotions. À moins que le chocolat, la tablette de chocolat soit une émotion. Mais moi, en tout cas, comme j'en discute avec mes patientes, elles se disent ça, le stress me bouffe. C'était hier, le stress me bouffe et je bouffe mon stress. Et voilà, et pareil, je mange mes émotions, etc. Et je me dis, je comprends et c'est logique qu'elle puisse le penser, mais c'est plutôt, en l'occurrence, ça me fait plutôt penser à manger pour éteindre, enfin c'est évitement expérientiel, donc évitement de l'expérience insatisfaisante, inconfortable, très désagréable d'un stress qui monte en soi, d'une colère, d'une solitude, de quelque chose comme ça, et quelque chose qui est dur à vivre, quoi. Et donc c'est tout à fait logique que notre cerveau nous propose, ou notre corps nous propose des solutions un peu en série, que ce soit le câlin, la tendresse, la musique, la culture, ou parfois plus facilement d'aller, en tout cas de manière plus accessible, aller piocher dans ces chocolats c'est notre cerveau qui veille à notre état d'équilibre psychique. Il est câblé plutôt pour ça, et d'ailleurs c'est plutôt heureux puisque ça nous empêche de pas sauter d'une falaise sans regarder en bas et tout. C'est plutôt sain comme intention. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là, je mange mon émotion, quoi. Et je te remercie pour cette anecdote. Déjà, moi, je trouve que cette personne là que tu décris, je la trouve plutôt assez observatrice d'elle-même, finalement. Je trouve que quand elle dit je mange mes émotions, que je sens qu'il y a ce stress qui est là et que du coup je mange mes émotions, etc. Je trouve que c'est plutôt finement observé. Moi, j'aurais envie de la féliciter de ça, cette personne. Pourquoi ? Parce que une accumulation de stress, si elle a vraiment bien saisi ce que c'était le stress, une accumulation de stress sur une journée ou sur une semaine, mais plutôt sur une journée. En début de journée, le stress est assez bas en général et il augmente de façon au fur et à mesure de la journée. Et du coup, trop d'hormones liées au stress dans ce corps, on va avoir plus d'intolérance émotionnelle. C'est-à-dire une intolérance émotionnelle, c'est-à-dire je n'arrive pas à vivre mes émotions, je n'arrive pas à les faire passer. Je n'y arrive plus, quoi. Les submerger. Voilà. Et ça peut être lié à plein de choses. Le stress est un facteur. Un autre facteur qu'on connaît très bien tous les deux, c'est le déficit calorique, par exemple, qui crée une intolérance émotionnelle. C'est-à-dire le fait de ne pas manger suffisamment sur ces journées où cela joue en mode salade et graines germées à midi en espérant tenir jusqu'à 19h. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, dans ce que tu es en train de décrire, on n'est pas dans une intention de nourrir le corps. On est dans une intention d'être sur le schéma perfectionniste de perdre du poids, qui crée de la lutte avec le corps. On est une tête qui se balade sans corps à ce moment-là, en fait. Et donc, du coup, ce qui peut se passer en fin de journée, c'est des sortes de grignotages, de pulsions alimentaires, où on a le sentiment d'être un peu à côté de soi, comme si on n'était plus trop dans le corps, lié à certaines émotions de fin de journée qui sont très cohérentes, quand on est un peu fatigué, quand on a un peu accumulé aussi certains stress. On a envie de décharge, quoi, un petit peu. Et pas justement, pour le coup, le pilote automatique qui se remet en route, quoi. Voilà. Et c'est tout à fait naturel, en fait. Ce qui pose problème à ce moment-là, ce n'est pas la personne qui fait une pulsion alimentaire. Ce qui pose problème, c'est en amont. Ce manque
calorique, énergétique pour le corps. Cette intention sur la journée qui n'est pas vers le corps, qui est vers uniquement la tête. Et donc on a le stress, on a le déficit calorique, c'est-à-dire le manque alimentaire sur la journée. On peut avoir la fatigue, on peut avoir du harcèlement au travail, on peut avoir plein de choses, et également aussi une incapacité à prendre soin de soi sur la journée. C'est-à-dire qu'on peut avoir la croyance « je ne mérite pas de prendre soin de moi ». Mon corps ne mérite pas de prendre soin. D'avoir du plaisir. Ouais, le plaisir, c'est louche. Voilà. Et donc, si mon corps ne mérite pas, je vais pas oser dans la journée avoir des moments de décompression. Des moments où je prends soin de moi. Des moments qui se dirigent vers une satisfaction pour mon corps. Et ça, on trouve aussi chez les personnes qui mangent seules à midi, par exemple, et qui se font à manger seules et tout. Que pour moi, je veux pas forcément cuisiner de ouf, ou je vais me faire un truc vite fait, etc. Et c'est vrai que cette accumulation de trucs vite fait et tout, ça donne un niveau de plaisir pour les repas qui est pas ouf. Des assiettes parfois monocolores, monochromes, avec peu de plaisir de faire à manger, ou peu de sens olfactif, visuel, voire auditif, gustatif aussi et tout. Une palette sensorielle qui est peu stimulée, quoi. Et du coup, effectivement, cette accumulation-là fait que pour les autres, je suis capable, mais pour moi, du coup, voilà, quoi. Moi, je leur pose, mais vous êtes OK de continuer comme ça? Ce serait quoi les conséquences moins cool de faire ça pendant 10 ans de plus dans votre vie? Ah oui, c'est vrai que ça serait pas terrible au niveau du plaisir. Ah d'accord, puisque le plaisir, vous m'en avez parlé comme une valeur super importante pour vous, le plaisir de manger et tout. Ouais. Mais pour vous, non, quoi. Et effectivement, ça peut faire partie, on reparle de l'acte de manger, de tout ce qu'on met comme intention, comme entraînement, comme soin de soi. Voilà, se faire une petite assiette avec, je sais pas, rajouter un peu de verre avec un peu de coriandre, un peu de, je sais pas, de carottes, un peu ou de courge, un peu d'orange par-ci par-là, ou de rouge quand c'est la saison. Ça participe aussi à toutes ces petites intentions et attentions de soi, vers soi. Je me permets juste de rebondir sur ce que tu viens de dire, ça me touche beaucoup ce que tu dis, je te remercie. En fait, si tu veux, l'entraînement à la pleine conscience, c'est un entraînement à observer ce qui se passe en soi. Voilà, juste les sensations, les émotions, les ressentis, au fur et à mesure dans la journée et au fur et à mesure dans les semaines qui se déroulent. Autour de l'alimentation, c'est l'alimentation en pleine conscience. Et donc du coup, c'est le chemin pour aller vers le prendre soin. Comment je fais pour prendre soin de moi si je ne suis pas observateur de ce qui est vivant en moi, de ce que j'ai besoin, de ce que je ressens, que ça soit dans l'inconfort ou dans le confort? Comment je fais? Et en fait, c'est une des conditions, probablement, pour aller vers le prendre soin. Ouais, parce qu'il n'y a pas de recette faite, puisque quand on voit sur les magazines, les réseaux sociaux, les émissions et tout, il faudrait que je fasse ça, la semaine prochaine, il faut vraiment que je me prenne un moment pour ci, pour ça et tout. Et en fait, on tombe dans une espèce de bulle de prendre soin de soi qui ressemble toujours à la même chose, avoir du temps, partir en voyage, être sur une plage, le soleil, le truc, alors qu'en fait, prendre soin de soi, on peut prendre soin de soi ce soir. Ouais. C'est-à-dire, je vous lance un défi, on est vendredi soir, publication de cet épisode et tout. Qu'est-ce que vous allez faire pour prendre soin de vous ce soir? Tout simple, efficace, en quelques minutes. Ça peut être ça aussi. Et peut-être que vous êtes déjà en train de prendre soin de vous, les personnes en train d'écouter là tout de suite. Peut-être que cette intention, qu'est-ce qui fait là? Qu'est-ce qui se passe en moi là tout de suite quand j'entends tout ça? Peut-être que c'est déjà quelque chose où je suis en train de prendre soin de moi. Est-ce qu'il n'y a pas une petite confusion quand même entre dégustation de pleine conscience et alimentation de pleine conscience? Parce que je crois que j'ai dû avoir cette confusion moi aussi sur... je déguste en pleine conscience en mode j'élargis ma palette d'attention et sensorielle là-dessus. C'est quoi? C'est la même chose ou non? Il y a quand même une petite différence. Alors, je te remercie pour cette question parce que c'est vrai que j'observe aussi cette confusion beaucoup sur
déguster, du coup manger en pleine conscience, ça revient à l'acte de manger qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on a une vision de l'acte de manger qui n'est que liée à ce qui se passe dans l'assiette, tu peux avoir tendance probablement à croire que l'alimentation en pleine conscience, ce n'est que déguster en pleine conscience. Par ailleurs, déguster en pleine conscience est un outil qui fait partie de la discipline alimentation en pleine conscience. Ça nous entraîne sur la dégustation. Mais on peut très bien faire un exercice de pleine conscience aussi quand je vais faire mes courses au supermarché. Par exemple, quand je suis en train de préparer à manger. Quelles sont les pensées, les émotions aussi que je me dis envers mon corps. Je suis déjà peut-être en train de travailler l'alimentation et mon rapport à l'alimentation. Tout ça, etc. La gestion des émotions, etc. Donc, j'en reviens à la définition qu'on a dite tout à l'heure, c'est plutôt lié à cette complexité de l'acte de manger qui est identitaire, autour du plaisir, autour du rapport au corps, et qui est aussi autour du sensoriel brut, autour de la dégustation. Mais alors du coup, un peu plus concrètement, comment on s'y met? Une question me fait sourire. Comment on s'y met à l'alimentation de pleine conscience? Est-ce qu'on peut s'y mettre tout seul, toute seule, un peu dans autour de sa table, autour de ses plaques électriques, en train de faire à manger, autour du supermarché? On a eu une conversation et la première fois au téléphone, tu m'as dit, est-ce que tu médites, est-ce que tu pratiques, toi? J'étais oui, peut-être, je sais pas, peut-être. Et tu m'as parlé de pratiques informelles de méditation. Voilà, c'est moche de s'arrêter là, hein, ce petit cliffhanger qui vous fait saliver là. D'autant plus qu'en deuxième partie, on répondra aussi aux questions que vous avez posées sur mon compte Instagram, notamment la question à 1 million d'euros. Comment manger en pleine conscience quand on a 2 enfants et que c'est la guerre à table? Allez, je suis pas si pingre que ça parce que je vous laisse aussi avec une petite intervention de Duncan pour mieux gérer l'attente insoutenable. Ouais, moi j'aimerais bien raconter une petite histoire qui résume un petit peu nos échanges. Si tu es d'accord. Ouais. Si ça te va. Disons que dans cette petite histoire, c'est tout simplement, on va imaginer que notre corps, c'est une maison. C'est une maison, on la design comme on a envie à l'intérieur de cette maison, comment elle est, il y a des meubles, etc. On peut imaginer qu'il y a plusieurs étages, on peut même imaginer qu'il y a 80 étages si on a envie dans sa maison, c'est totalement libre, on s'en fiche. Et l'idée, en fait, dans l'entraînement autour de la pleine conscience, c'est dans cette maison, on est à l'intérieur de cette maison, on va qu'à nos occupations, on peut avoir quelque chose qui tape à la porte de notre maison. On ouvre et on observe que, c'est quelque chose de plaisant, de joyeux. Et vous pouvez le personnifier comme vous avez envie, si c'est une personne, si c'est une chose, si c'est un objet, si c'est... Et on peut, pourquoi pas, l'accueillir chez nous, dans cette maison. On le fait asseoir sur le fauteuil, on peut lui proposer des petits biscuits s'il veut une boisson chaude. Imaginez qu'il y a un feu de cheminée, s'il veut s'asseoir proche du feu de cheminée, si c'est bon pour lui, s'il est en bonne position là tout de suite. Et on peut même s'autoriser à discuter avec lui, voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il raconte un peu. Et puis d'un seul coup, il a besoin de partir et il s'en ira. Est-ce que c'est toujours comme ça? C'est-à-dire que quand on a une émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, peu importe, lorsqu'on l'accueille, elle a tendance à s'en aller au bout d'un moment. Et donc du coup, on peut poursuivre nos occupations dans la maison, tranquille, etc. On peut, par exemple, écouter de la musique, etc. ou autre chose. Et puis on peut entendre ensuite à la porte taper très fort. Et vraiment fort, quoi. Et vous savez au fond de vous, à ce moment-là, quand vous êtes en train d'écouter votre musique, que je le connais, lui. Ce bon vieux truc là qui revient là, hein, je le connais, lui. Donc, j'ai pas envie là. Non. Hop, je fais comme s'il n'existait pas. J'augmente le son de la musique. Donc, je continue à danser. Je suis bien avec ma musique, etc. Et puis, il tape à la fenêtre ce truc.
Et là, j'entends, voilà, je mets mon casque maintenant. Je mets mon casque pour vraiment entendre la musique uniquement et vraiment me couper par ailleurs. Et là, il arrive à faire remuer la maison. Donc, je sens les vibrations, ça bouge partout. Même si j'ai la musique partout dans les oreilles, je sens que ça me fait vibrer de partout. Peut-être qu'on peut s'autoriser, du coup, à ce moment-là, en prenant une belle inspiration, d'ouvrir la porte. Juste quelques instants. Si c'est OK pour nous, uniquement si c'est OK pour nous, d'ouvrir la porte. Et ce truc-là qui faisait beaucoup de bruit, ça se trouve, il vous gueule dessus en rentrant, il casse des choses, il sait pas s'exprimer, on comprend rien à ce qu'il dit. Et d'essayer de rester dans la même intention que pour la chose agréable de, pourquoi pas, l'inviter à s'installer confortablement dans le fauteuil, lui proposer des petits biscuits, une boisson chaude. Et peut-être de se poser pas loin de lui et si on peut simplement discuter quelques instants avec lui ou juste mettre l'intention de discuter. Et il vous parle, peut-être qu'il vous crie dessus, peut-être que presque il vous crache dessus quand il vous crie dessus. Mais vous comprenez pas trop, vous comprenez certaines choses, c'est un peu flou. Comprenez simplement qu'il y a peut-être une intention aussi. Que cette chose-là, elle a une intention. Elle veut nous dire quelque chose en tout cas. Elle essaye de communiquer avec nous. Que même si je comprends pas tout, je sens qu'il y a cette intention-là qui veut nous dire quelque chose. Que c'est pas pour rien peut-être qu'elle veut nous dire quelque chose. Et au bout d'un moment, dès que c'est bon pour cette chose-là, elle va partir. Elle va poser les biscuits, poser la boisson chaude, arrêter de vous parler et s'en aller de la maison. Finalement, l'entraînement autour de la pleine conscience, c'est s'entraîner à accueillir dans notre maison ce qui semble plaisant, de la même manière de ce qui semble déplaisant, dur, difficile, de la même manière. C'est cet entraînement-là qu'on essaie de développer. Eh bien, merci. Merci à toi. Et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire. Et je vous souhaite un bon appétit de vivre.